Mon père a dit que je n'étais pas sa vraie fille pour m'écarter du testament de ma grand-mère. Seuls les liens du sang méritent la fortune familiale. Se varent-ils? J'ai demandé, promettez-vous alors de tenir votre parole à ce sujet? Il a hoché la tête. Il ne s'attendait pas à ce que le test ADN révèle qui était le vrai Laurent. Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 27 ans et je suis capitaine dans l'armée de terre. 3 jours après avoir enterré ma grand-mère, l'homme que j'avais appelé père toute ma vie, Charles Laurent, m'a coincé dans son bureau. L'odeur de vieux chênes et de livres reliés en cuir se mêlait au tabac coûteux de son cigare. Il a fixé mon uniforme de cérémonie, ses yeux froids comme l'acier. Cet uniforme n'efface pas la civile en toi, siffla-t-il. Tu n'as pas une goutte de sang Laurent. Tu n'es pas sa petite fille. Tu ne toucheras pas un seul centime. Ces mots furent comme une salve de balles frappant ma poitrine. Toute ma vie avait été une tentative de gagner son respect. Et maintenant, il ne se contentait pas de me voler mon avenir. Il effaçait mon passé. Mais il ne savait pas que dans sa rage aveugle, il venait de me donner l'arme ultime. Son propre serment sur les lignées de sang allait devenir sa tombe. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous pensez que l'honneur n'est pas dans le sang, mais dans les actes. Cette histoire est pour tous ceux qui se sont sentis un jour exclus par leur propre famille. Pendant 27 ans, le bureau de ma grand-mère, Éléonore, avait été mon sanctuaire. C'était le cœur du domaine des Laurent dans les riches banlieues des Monts d'Or, près de Lyon, une pièce qui sentait l'histoire, le cuir vieilli, l'acajou poli et le léger parfum sucré du tabac à pipe qu'elle fumait. C'était un lieu de force tranquille, d'acceptation inconditionnelle. Aujourd'hui, c'était une zone de guerre. L'air, habituellement si calme, était épais d'une hostilité que je pouvais presque goûter. Je me tenais près de la grande baille vitrée, regardant les pelouses manucurées devenir dorées sous la lumière de fin d'automne, mon uniforme de cérémonie me semblant être une armure. J'étais venu ici pour me sentir proche d'elle une dernière fois avant de devoir retourner à ma base. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Charles Laurent entra, un lourd verre en cristal de cognac ambré à la main. C'était un homme qui n'entrait pas dans une pièce, il l'occupait. Son costume était impeccablement taillé, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Il m'a scruté de la pointe de mes bottes cirées jusqu'au sommet de ma tête, un sourire condescendant familier tordant ses lèvres alors que ses yeux se posaient sur mon uniforme. « Tu joues toujours au petit soldat, Camille ?» demanda-t-il, sa voix un lent murmure de moquerie étudiée. « Je pensais qu'après avoir mis ma mère en terre, tu enlèverais le costume et te comporterais comme une personne normale. » Chaque mot était une aiguille insérée avec expertise dans la vieille blessure douloureuse de la fille qui n'était jamais assez bien, jamais assez intelligente pour mes frères sortis des grandes écoles, jamais assez impitoyable pour lui. Mais l'armée m'avait appris à faire face à un ennemi. Elle m'avait appris la discipline. Alors, j'ai redressé la colonne vertébrale, joint mes mains derrière mon dos en position de repos, et j'ai attendu. Je reconnaissais cela pour ce que c'était, les tirs de préparation avant l'assaut principal. Il prit une lente gorgée de son cognac, ses yeux ne quittant jamais les miens. En posant le verre sur le bureau antique de ma grand-mère, il se déplaça avec une négligence délibérée. Son coude heurta le bord d'un cadre en argent, une photo de moi et de ma grand-mère prise le jour de ma remise de diplôme. Il tomba face contre terre sur le parquet. Il baissa les yeux vers la photo, une lueur de quelque chose de laid dans ses yeux avant d'utiliser le bout poli de sa chaussure en cuir italien pour la pousser sous le bureau, comme on balait un déchet. Cette vision m'envoya une décharge de fureur glaciale, mais mon visage resta un masque. Mon entraînement a pris le dessus. Ne pas réagir. Observer. Tu n'es pas sa petite fille, dit-il, les mots tombant dans le silence comme des pierres. Il claqua le verre sur le bureau, l'impact si fort que le cognac déborda, tachant le bois poli. Ta mère a trompé toute cette famille. Et ma mère, dans la faiblesse de sa vieillesse, a toléré le mensonge. Il commença alors à tourner autour de moi, lent et prédateur, comme un requin jaugeant sa proie. La pièce, mon sanctuaire, se sentit soudain comme une cage. L'héritage des Laurent, continua-t-il, la voix dégoulinante de venin, et pour ceux qui portent le sang Laurent, propre, pur. Pas pour une bâtarde que nous avons recueillie. Bâtarde. Le mot flotta dans l'air, épais et vil. Je sentis ma poitrine se serrer, l'air expulsé de mes poumons comme par une force physique. Mais à l'extérieur, j'étais une forteresse. Dans l'armée, on appelle ça un visage impassible. C'est l'art de ne rien montrer quand une tempête fait rage à l'intérieur.
Ma tempête était un ouragan. Charles était maintenant ivre de son propre pouvoir, savourant l'attaque. Mon avocat, maître Henri Martin, veillera à ce que le testament soit exécuté dans cet esprit. Tu ne toucheras pas un seul centime de la succession de ma mère. Et c'est là qu'un autre type d'entraînement a pris le relais. Pas seulement la discipline de rester immobile, mais l'esprit tactique pour voir une ouverture. Un souvenir, net et clair, me traversa l'esprit. Un instructeur de survie, son visage à quelques centimètres du mien, hurlant pendant un interrogatoire simulé. Survie, évasion, résistance, extraction. Ils utiliseront tes émotions contre toi. Ne les laisse pas faire. Pense, analyse, exploite. Charles était tellement aveuglé par sa propre arrogance, tellement perdu dans son monologue de pouvoir qu'il ne pouvait pas voir l'erreur tactique qu'il commettait. J'ai rencontré son regard, ma voix stable, ne trahissant rien du chaos intérieur. Je l'ai gardé égal, presque conversationnel. Alors, si je comprends bien, votre promesse, votre serment, c'est que cet héritage est réservé uniquement à ceux qui ont un lien de sang direct avec Éléonore Laurent. Est-ce exact? La question le prit au dépourvu. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à une dispute. Il ne s'attendait pas à une demande calme de clarification. Son ego enfla, y voyant ma reddition à sa logique. Exactement. Tonna-t-il, un rictus triomphant se répandant sur son visage. C'est mon serment. Cette fortune reste avec le vrai sang Laurent. Il n'avait aucune idée qu'il venait de marcher directement dans un champ de mine qu'il avait lui-même posé, et que c'était moi qui avais le doigt sur le détonateur. Il vida son verre, le reposa violemment sur le bureau et se tourna pour partir, jetant un dernier regard de dégoût par-dessus son épaule. Bonne vie à jouer aux soldats, Camille. C'est tout ce que tu as. La porte se referma avec un déclic, laissant un silence plus bruyant que ses cris. C'est seulement alors que je me suis permis de respirer. Mes jambes étaient faibles. Je me suis effondré dans le fauteuil en cuir usé de ma grand-mère, celui qui portait encore le léger parfum de son parfum. Le vide qu'elle avait laissé était une douleur physique dans la pièce, dans mon cœur. Ces derniers mots à l'hôpital résonnaient dans mon esprit. Elle avait serré ma main, ses jointures fragiles, mais ses yeux toujours vifs, toujours autoritaires. Camille, avait-elle murmuré, sa voix faible mais ferme. Fais confiance à ton instinct. Toutes les batailles ne se livrent pas sur un champ de bataille. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de ma carrière, des jeux politiques au sein de l'armée. Maintenant, assise dans les ruines de ma vie, je comprenais. Elle savait que cela arriverait. Elle connaissait Charles. Ce n'était pas seulement le conseil d'une femme mourante. C'était une directive finale. C'était une carte pour la guerre à venir. Donnée par ma véritable commandante, et il était de mon devoir de la mener à bien. Mon téléphone vibra dans ma poche, me tirant de mes pensées. Un SMS brillait sur l'écran. C'était de ma mère. Nous devons parler. Je fixai les mots, une froide résolution s'installant en moi, éteignant les dernières braises de mon chagrin et de ma fureur. La mission avait commencé. Le premier briefing de renseignement allait commencer. Le SMS m'a conduite dans un petit café du Vieux-Lyon, à des années-lumière de l'opulence étouffante du domaine des Laurent. L'air à l'intérieur était épais des odeurs riches et réconfortantes de grains de café torréfiés et de pâtisserie, une convivialité fabriquée qui servait de zone de sécurité temporaire. Ma mère, Catherine, était déjà installée dans une banquette d'angle. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans depuis l'enterrement. Les rides autour de ses yeux n'étaient plus de légères traces de rire, mais de profonds canyons d'inquiétude et de regret. Elle leva les yeux à mon approche, ses yeux grands et hantés. Elle attrapa ma main alors que je me glissais dans la banquette. Ses doigts étaient glacés. « Camille, je suis tellement désolée, murmura-t-elle, sa voix se brisant. J'ai été si faible. Ce n'était pas ce que je voulais entendre. Les excuses étaient une monnaie que je n'utilisais plus. Elle ne pouvait pas effacer 27 ans passés à naviguer dans un champ de mine dont j'ignorais l'existence. Je n'étais pas là pour du réconfort. J'étais là pour des renseignements. Je devais comprendre le paysage stratégique du mensonge qui avait défini ma vie. J'ai doucement retiré ma main de la sienne, un désengagement délibéré. Je n'ai pas besoin d'excuses, maman, dis-je, ma voix basse et stable. J'ai besoin de la vérité, toute la vérité. Alors qu'elle commençait à parler, ces mots peignant l'histoire triste et familière d'une histoire d'amour tragique avec mon oncle Jacques et de la manipulation étouffante de Charles,
mon esprit dériva. L'odeur de l'expresso s'estompa, remplacée par le souvenir de la dinde rôtie et d'un ressentiment latent. Mon esprit s'est arrêté sur un dîner de Noël il y a des années. J'avais 16 ans et la lourde médaille d'or du championnat national d'athlétisme était un poids satisfaisant dans la poche de ma veste. J'étais la fille la plus rapide de France. J'avais attendu toute la soirée le bon moment pour partager ma victoire. Mais à la table des Laurent, il n'y avait pas de pause, seulement Charles qui tenait le crachoir. Il pontifiait sur le stage de mon frère Thomas à la Défense et louait les résultats quasi parfaits de Guillaume au concours de l'École nationale de la magistrature. Ils étaient les héritiers, les esprits brillants destinés à porter le nom de la famille. J'étais l'athlète, l'anomalie. Quand j'ai finalement trouvé un filet de silence, j'ai sorti la médaille de ma poche, sa surface brillant sous le lustre. J'ai gagné le championnat national, dis-je, ma voix plus faible que je ne l'avais prévu. Charles s'arrêta, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Il jeta un coup d'œil au métal avec un sourire dédaigneux. Courir sur une piste. C'est bien, dit-il en se retournant pour remplir son verre. Au moins, ça t'aide à garder la forme. Et ce fut tout. La conversation est revenue aux candidatures de Guillaume pour les grandes écoles. Je me suis senti rétrécir, devenant invisible à la table de ma propre famille. La médaille d'or dans ma main me parut soudain bon marché, comme un bibelot de distributeur automatique. Elle ne valait rien. La voix de ma mère, tendue par la douleur, m'a tiré d'un souvenir pour me jeter dans un autre, plus vif et plus blessant. Le pire. Le jour de ma remise de diplôme de Saint-Cyr. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Après 4 années d'efforts acharnés, je devenais enfin officier dans l'armée de terre. Ma grand-mère, Éléonore, était au premier rang, son visage rayonnant, des larmes de fierté dans les yeux. Elle comprenait le sacrifice. Elle comprenait le devoir. Et Charles, il se tenait au fond, collé à son téléphone, aboyant des ordres concernant une fusion d'entreprises. Il ne m'a pas vu lancer mon calot en l'air ni prêter serment. La véritable humiliation est venue plus tard, au dîner de célébration. Un ami de la famille, un juge à la retraite, a tapé dans le dos de Charles. « Tu dois être incroyablement fier de ta fille, Charles. Une capitaine. Tout un exploit. » Charles laissa échapper un rire court et sec, un son de verre brisé. Il prit une gorgée théâtrale de son whisky. « Fier, dit-il, sa voix assez forte pour que toute la table l'entende. Je suis juste content que le gouvernement paie pour sa petite rébellion. Au moins là-bas, elle apprend à obéir aux ordres. » Des rires éclatèrent autour de la table, des rires polis et flagorneurs de gens qui dépendaient de sa bonne volonté. À ce moment-là, j'ai voulu que le sol poli de ce restaurant 5 étoiles s'ouvre et m'avale. Ma vocation, mon engagement, le chemin pour lequel j'avais saigné. À ses yeux, ce n'était qu'une blague. J'ai vu ma grand-mère lui lancer un regard si froid qu'il aurait pu geler le feu, mais le mal était fait. La blessure était infligée, profonde et publique. Une citation d'un livre qu'elle m'avait donné, Le courage d'être imparfait de Brené Brown, a refait surface dans mon esprit. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est notre plus grande mesure de courage. Pendant des années, j'avais pensé que ma vulnérabilité était mon besoin désespéré de son approbation. J'avais eu tort. Tu es la fille de Jacques. Les mots ont transpercé le brouillard de la mémoire, me ramenant au café avec la force d'un choc physique. Ma mère me regardait, ses yeux suppliants. Tu es la fille de Jacques, répéta-t-elle. Ce qui fait de toi la petite fille biologique d'Éléonore. L'information ne m'a pas frappé comme une révélation. Elle a atterri comme une frappe tactique, un renseignement exécuté qui changeait tout. Cela n'effaçait pas comme par magie 27 ans de douleur, mais cela recadrait instantanément le champ de bataille. Charles m'avait attaqué avec l'arme de la lignée, croyant que c'était son épée à manier. Et maintenant, cette même épée était dans ma main. La douleur accumulée d'une vie à être rejetée et à se sentir comme une étrangère s'est soudainement cristallisée. Ce n'était plus une masse chaotique de souffrance. C'était du carburant. C'était un objectif clair et défini. Je n'étais plus la victime d'un mensonge. J'étais la gardienne de la vérité. C'est un sentiment étrange quand toute votre vie est réécrite en une seule phrase. La douleur ne disparaît pas simplement, mais elle change. Si vous avez déjà eu un moment où vous vous êtes senti complètement invisible pour votre famille, cliquez sur j'aime et commentez je vous vois ci-dessous pour soutenir tous ceux qui sont passés par là. J'ai regardé ma mère et pour la première fois,
j'ai ressenti une lueur de quelque chose d'autre que du ressentiment. C'était une sympathie distante et clinique pour une femme piégée dans sa propre sorte de prison. Mais il n'y avait pas de temps pour ça maintenant. La mission passait avant tout. Je dois voir oncle Jacques, dis-je, et ma voix n'était plus celle d'une fille blessée. C'était la voix de la capitaine Camille Dubois. Nous avons besoin d'une preuve irréfutable. La décision prise dans le café m'a mise en mouvement. Le trajet jusqu'à l'appartement de mon oncle Jacques sur la presqu'île, à Lyon, ressemblait moins à une visite familiale qu'à une mission de reconnaissance en territoire non sécurisé. Chaque feu de circulation, chaque virage dans une nouvelle rue était une étape calculée vers l'inconnu. Je n'avais aucune information sur la façon dont il réagirait. Me verrait-il comme une membre de la famille, ou me qualifierait-il de faiseuse de troubles, juste une autre perturbation du récit soigneusement organisé des Laurent? Son immeuble était une tour moderne et élégante de verre et d'acier, un contraste frappant avec la vieille pierre étouffante du domaine des Laurent. L'air dans le hall était pur, sentant légèrement les agrumes, à des lieues de l'odeur de tradition en décomposition et de fumée de cigares que je venais de fuir. Quand il a ouvert la porte de son appartement, la différence fut immédiate et absolue. Ses yeux, de la même nuance de bleu profond que les miens, contenaient une curiosité et une préoccupation sincères, pas le jugement froid auquel j'étais si habitué. Sa maison sentait le café fraîchement moulu et les vieux livres, l'arôme de la connaissance, pas du pouvoir. J'ai su avec la certitude d'un soldat trouvant une position défendable que j'étais venu au bon endroit. Nous nous sommes assis sur un canapé en cuir gris minimaliste, un panorama de la ville s'étendant derrière lui à travers la baie vitrée. Il n'y avait pas de faux-semblants, pas de bavardage. J'ai directement commencé mon rapport de situation, livrant les faits avec la précision concise d'un briefing à un officier supérieur. J'ai dépouillé l'émotion, me concentrant uniquement sur la séquence des événements, la confrontation avec Charles, ses accusations viles, son serment sur la pureté du sang, et enfin la confession de ma mère sur le champ de bataille. Jacques a écouté sans interruption, ses mains jointes, ses yeux vifs analysant chaque mot. Il n'a manifesté ni choc ni surprise. Il ressemblait à un scientifique confronté à un problème complexe, son esprit le déconstruisant méthodiquement, couche par couche. Quand j'ai eu fini, le silence dans la pièce était analytique, pas gênant. Il a simplement hoché la tête. La logique de Charles a une faille fatale, dit-il enfin, sa voix calme et mesurée. Il attaque ta position en se basant sur ses propres critères rigides, mais omet d'appliquer ces mêmes critères à lui-même. C'est un oubli arrogant. Il se pencha en avant. Nous avons besoin de données, de preuves tangibles, quelque chose d'irréfutable. Il a immédiatement suggéré un test ADN. C'était une solution propre, décisive et logique. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Je n'étais plus seulement une fille qui avait été blessée. J'étais une opératrice qui venait de s'assurer son premier allié stratégique. Le soulagement était immense, une expiration silencieuse que je ne réalisais pas que je retenais. Ce soir-là, porté par ce nouveau sentiment de partenariat, j'ai commis une erreur tactique. J'ai appelé mon frère aîné, Thomas, dans l'espoir de rallier plus de soutien à notre cause. Sa voix à l'autre bout du fil était lourde d'une lassitude fabriquée. « Camille, écoute » soupira-t-il, le son d'un homme profondément dérangé. « Papa est sous beaucoup de pression en ce moment. Ne complique pas les choses, d'accord ? Tu sais comment il est quand il est en colère. » Ce n'est pas de la colère, Thomas, essayai-je d'expliquer, en gardant ma voix égale. C'est un plan calculé pour me déshériter sur la base d'un mensonge. J'ai entendu un ricanement de l'autre côté. Guillaume, mon autre frère, était aussi sur la ligne. « Oh, pour l'amour de Dieu, Camille, intervint-il, son ton dégoulinant de condescendance. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si dramatique? Ce n'est que de l'argent. Accepte ce qu'on te donne et laisse la famille en paix. » Une fureur froide commença à serpenter le long de ma colonne vertébrale. « Ma part est de 0, Guillaume, dis-je, ma voix baissant. Et alors? Tu as ton salaire de l'armée, non? Rétorqua-t-il comme si cela réglait la question. Il ne comprenait pas, ou plutôt, il ne voulait pas comprendre. Ils avaient déjà pesé leurs options. D'un côté, il y avait leur sœur et la vérité dérangeante. De l'autre, leur père, leur héritage et une vie de mensonges confortable. Ils avaient choisi leur camp. Le sentiment d'isolement qui m'envahit était plus aigu, plus douloureux que tout ce que Charles avait dit. Charles était l'ennemi que j'attendais. C'était une attaque de flanc venant de mes propres lignes.
Ils étaient mes frères et ils venaient de m'abandonner sur le champ de bataille. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus, mon cœur un poids de plomb dans ma poitrine. Je regardais par la fenêtre de Jacques l'étendue scintillante des lumières de la ville en contrebas, une carte tentaculaire d'une galaxie étrangère. J'étais vraiment seul dans ce combat. Un instant, le doute, le plus insidieux des ennemis, commença son infiltration. Étais-je celle qui détruisait tout? Étais-je en train de déchirer égoïstement la famille pour mon propre orgueil? Puis une citation que nous avions étudiée à Saint-Cyr, de Martin Luther King Jr. Résonna dans mon esprit. La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se situe dans les moments de confort et de commodité, mais où il se situe en temps de défi et de controverse. C'était mon temps de défi. N'importe qui peut défendre la vérité quand cela ne lui coûte rien. Mais la défendre quand on est totalement seul, quand même son propre sens est retourné contre vous, c'est la définition de l'honneur. Le sentiment lancinant de solitude ne s'est pas évanoui, mais il s'est transformé. Il s'est durci, se cristallisant en une résolution froide et d'acier. Charles, Thomas, Guillaume, ils avaient tous fait leur choix. Ils avaient choisi le chemin de la facilité. Maintenant, je marcherai sur mon propre chemin, le chemin de la controverse, le chemin de la vérité, et je ne reculerai pas d'un seul pas. Après que nous ayons envoyé nos échantillons d'ADN au laboratoire, scellés et expédiés comme des renseignements critiques, Jacques a posé une main sur mon épaule. Son contact était doux mais ferme. « Tu ne retournes pas seul dans cette maison, Camille », a-t-il déclaré, non pas comme une suggestion, mais comme un ordre silencieux. Ce n'est plus une zone sûre. Il a insisté pour que je reste dans sa chambre d'amis. Ce soir-là, alors qu'il me montrait où mettre mes affaires, il m'a fait un petit sourire ironique. « Bienvenue à la base d'opérations avancées Laurent », a-t-il dit. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, un rire sincère m'a échappé. Il avait compris. Il comprenait mon langage, mon monde. Il voyait la soldate en moi non pas comme une rébellion, mais comme une partie de qui j'étais. Son appartement est devenu mon sanctuaire, une zone démilitarisée loin de la guerre psychologique de ma vie antérieure. Il n'y avait pas de regard jugeur par-dessus le bord d'un verre en cristal. Pas de compliments déguisés en blagues. Il y avait seulement la compagnie tranquille des livres, les notes douces et réfléchies d'un disque de Miles Davis jouant doucement en arrière-plan, et des conversations qui allaient librement de la biologie moléculaire à l'histoire militaire. Tout et n'importe quoi qui n'était pas le drame étouffant du clan Laurent. Ici, je n'étais pas la déception ou la faiseuse de troubles. J'étais juste Camille. Le soulagement était si profond qu'il en était presque désorientant. Quelques soirs plus tard, une odeur délicieuse a commencé à remplir l'appartement. L'arôme savoureux et incomparable de bœuf bourguignon mijotant. Je suis entré dans la cuisine pour trouver Jacques devant la cuisinière, préparant le plat avec expertise. Ta grand-mère me préparait ça chaque fois que je rentrais de l'université, a-t-il dit, les yeux concentrés sur son travail. Elle disait que c'était l'odeur de la maison. Nous avons mangé dans un silence confortable, assis à sa petite table à manger surplombant la ville. Ce n'était pas le silence lourd et oppressant d'un dîner de famille Laurent, où les mots étaient des armes et le silence un cessez-le-feu. C'était un silence paisible, un moment partagé de simple contentement. Après avoir fini, il a disparu dans son bureau et est revenu avec un album photo relié en cuir poussiéreux. Il le manipulait avec une révérence qui me disait que c'était un objet sacré. Il a soigneusement tourné les pages fragiles jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. C'était une photographie délavée, légèrement floue, d'un Jacques beaucoup plus jeune, tenant maladroitement un minuscule nouveau-né emmailloté. Le bébé avait une touffe de cheveux noirs et un air ridiculement déterminé sur son visage. « C'est toi et moi », dit-il doucement, un tendre sourire effleurant ses lèvres. Il tapota la photo. Celle-ci avait le rire le plus fort de l'hôpital. Toutes les infirmières le disaient. Il me regarda, ses yeux contenant une chaleur dont j'avais été privé toute ma vie. J'ai su tout de suite que tu allais être une battante. Des larmes montèrent à mes yeux, chaudes et inattendues. Elles coulèrent sur mon visage avant que je puisse les arrêter. En 27 ans, Charles ne m'avait jamais raconté une seule histoire sur mon enfance. Il n'avait jamais partagé un souvenir, jamais offert un aperçu d'une époque où j'étais juste une enfant, avant que je ne devienne un registre de ses déceptions. Avec une vieille photographie, un petit souvenir oublié, Jacques m'avait rendu un morceau de ma propre histoire, un passé que je ne savais même pas avoir perdu. Il m'avait vu non pas comme un titre ou un problème, mais comme une personne avec un commencement. Notre paix fragile fut brisée par la sonnerie stridente de mon téléphone portable.
L'identifiant de l'appelant indiquait Henri Martin. J'ai répondu, mettant le téléphone sur haut-parleur. Sa voix suintait à travers le récepteur, mielleuse d'une fausse sincérité qui me fit grincer des dents. Mademoiselle Dubois, bonsoir, commença-t-il. Je vous appelle pour vous informer qu'en raison de complications imprévues, la lecture du testament de Madame Laurent a été reportée d'1 semaine. Je serrai mon téléphone, mes jointures devenant blanches. Une tactique de retardement classique. Charles et son pitbull juridique préparaient une nouvelle ligne d'attaque, manœuvrant leurs forces pendant qu'ils essayaient de nous maintenir sur place. La colère froide familière que je ressentais en présence de Charles commença à monter dans ma poitrine. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'étais pas seul. Jacques tendit calmement la main et posa une main rassurante sur mon épaule. Son regard était stable, analytique. Ce n'est rien, dit-il doucement, sa voix leste dans la tempête soudaine. Cela nous donne plus de temps pour nous préparer. Il me regarda droit dans les yeux, une lueur de lumière stratégique en eux. Ils réagissent à nous, Camille. Cela signifie qu'ils ont peur. Il avait pris une mauvaise nouvelle, une manœuvre conçue pour nous intimider, et l'avait instantanément recadrée comme un avantage tactique. Il voyait l'échiquier tout comme moi. Cette nuit-là, le sommeil ne voulait pas venir. Les voix condescendantes de mes frères, le ton visqueux d'Henri, le poids de la bataille à venir. Tout tourbillonnait dans ma tête dans un vortex incessant. Abandonnant, je me suis glissé hors du lit et suis allé dans le salon. La seule lumière était une unique lampe chaude, éclairant Jacques assis dans un fauteuil en train de lire. Il leva les yeux à mon entrée, son expression douce. La tempête passera, Camille, dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. Il savait que ce combat me coûtait. Ta grand-mère était une femme d'une foi profonde. Elle a toujours cru que même dans la nuit la plus sombre, il y a un refuge. Il désigna une étagère à côté de lui, une Bible reliée en cuir bien usé que je reconnus comme la sienne. Psaume 46, 1, dit-il, sa voix douce mais sûre. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne suis pas une personne religieuse. Je trouve ma foi dans la mission, dans la discipline, dans les hommes et les femmes avec qui je sers. Mais entendre ces mots anciens prononcés par cet homme bon et brillant, mon père, ils ont atterri avec un profond sentiment de paix. Ce n'était pas une question de théologie. C'était une question de trouver un havre de paix au milieu d'une guerre. Et je savais de toutes les fibres de mon être que quel que soit l'enfer que Charles s'apprêtait à déchaîner, j'avais enfin trouvé le mien. Jacques avait raison. Ils avaient peur. Et leur peur s'est manifestée par un silence étrange et troublant pendant les 2 jours suivants. Plus d'appels d'Henri Martin, pas de SMS provocateur de Charles. Dans mon métier, nous avons un nom pour cela, l'ennemi qui prépare le champ de bataille. C'est le calme avant une frappe d'artillerie, un silence plus menaçant que n'importe quelle attaque directe. Nous avons utilisé ce temps pour renforcer nos propres défenses. Nous avons réussi à joindre maître Bernard Valois, l'avocat personnel de ma grand-mère, un homme dont l'intégrité était légendaire. Il était en vacances bien méritées aux Antilles, mais dès qu'il a entendu l'urgence dans ma voix, son ton est passé de détendu à tranchant comme un rasoir. Soyez prudente, capitaine, avait-il prévenu par-dessus la ligne longue distance crépitante. Votre grand-mère était une femme exceptionnellement perspicace. Son testament est construit comme une forteresse. Charles ne pourra pas le briser par la force brute, alors il recourra à la supercherie. Cette supercherie n'est pas arrivée avec la lettre d'un avocat, mais avec un cheval de Troie enveloppé dans un sentiment familial. L'appel provenait d'un numéro que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Ma tante Mireille, la sœur cadette de Charles. Sa voix était une concoction sirupeuse d'inquiétude feinte et de sanglots théâtraux. Camille, ma chérie, j'ai entendu dire qu'il y avait eu quelques désagréments, commença-t-elle, sa voix se brisant de manière dramatique. Qu'est-ce que tu fais, ma douce? Ton père est anéanti par le chagrin. Il t'a consacré toute sa vie. T'a donné un nom, un foyer. Comment peux-tu lui faire ça pour un peu d'argent? Chaque mot était une fléchette soigneusement visée, trempée dans le poison de la culpabilité. C'était une opération psychologique classique. Un cas d'école. Utiliser un visage familier et apparemment inoffensif pour délivrer un message conçu pour saper le moral. Tante Mireille, ce n'est pas ce que tu penses, dis-je, essayant de maintenir un ton neutre. Peu importe ce que je pense, répliqua-t-elle sèchement, la fausse tristesse instantanément remplacée par un ton accusateur acéré. C'est ton père.
tu es en train de déchirer cette famille. Tu m'entends? Ta propre mère ne te le pardonnera jamais. J'ai raccroché, ma main tremblant légèrement. Il déployait les membres de la famille comme des armes émotionnelles, utilisant leur amour et leur histoire comme des éclats d'obus. Jacques, qui avait entendu la conversation, a simplement secoué la tête. Prévisible, murmura-t-il. Et désespéré. La vague suivante de l'assaut est arrivée moins d'une heure plus tard. Un SMS de Thomas. Le ton las et dérangé de notre dernier appel avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus menaçant. Papa dit que si tu n'arrêtes pas ça, il coupe tout soutien financier à maman. Pense à elle, Camille. J'ai lu le texte 2 fois, les mots se brouillant. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'était une chose d'être renié, insulté, abandonné par mes frères. C'était différent. C'était une prise d'otage. Charles utilisait ma mère, la femme dont il avait déjà contrôlé la vie pendant des décennies, comme bouclier humain. La lâcheté pure de l'acte me rendit physiquement malade. Une vague de conflits, aiguë et angoissante, me déchira. Je me battais pour la vérité, pour le véritable héritage de ma grand-mère. Mais si le prix de cette vérité était le bien-être de ma mère? Elle n'était pas forte comme ma grand-mère. Elle était fragile, une victime d'une guerre pour laquelle elle n'avait jamais signé. J'ai dû paraître aussi pâle que je me sentais, car Jacques a posé son livre et m'a regardé avec une profonde inquiétude. Je lui ai montré le téléphone. Son expression s'est durcie, sa mâchoire se crispant. Ce n'est pas de la force, Camille, dit-il, sa voix basse et ferme. C'est l'acte d'un homme désespéré qui sait qu'il perd le contrôle. Il utilise ton amour pour ta mère comme une arme contre toi. Ne le laisse pas faire. Ces mots furent une éclaboussure d'eau froide, coupant à travers le brouillard de la culpabilité et de la peur. Il avait raison. Ce n'était pas une démonstration de pouvoir. C'était un aveu de faiblesse. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, les murs de l'appartement silencieux semblaient se refermer sur moi. Les sanglots fabriqués de tante Mireille, la menace glaciale de Thomas. Ils résonnaient à mes oreilles. Tu es en train de déchirer cette famille. Pense à elle, Camille. Étais-je égoïste? Mon combat pour la justice n'était-il qu'une croisade égoïste qui laisserait une traînée de destruction? Incapable de rester tranquille, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fait défiler de vieilles photos, une archive numérique d'une vie qui semblait maintenant un mensonge. Je me suis arrêté sur une. C'était de ma remise de diplôme de Saint-Cyr. J'étais en uniforme de cérémonie complet, et ma grand-mère, Éléonore, se tenait à côté de moi, sa petite silhouette irradiant une immense puissance. Elle me chuchotait quelque chose à l'oreille, un large sourire sur son visage, et je riais. Je me souvenais parfaitement de ces mots. Ils me sont revenus avec la clarté d'un ordre direct. Ne laisse jamais, avait-elle murmuré, sa voix féroce et pleine d'amour, personne te dire que tu n'es pas digne, même s'il porte le nom de Laurent. Ce n'était pas juste un conseil. C'était une directive, un ordre de mission de ma véritable commandante. Elle avait su que ce jour pourrait arriver. Elle avait vu le champ de bataille bien avant moi. Elle m'avait fait confiance pour me battre. À cet instant, la culpabilité étouffante s'est évaporée, remplacée par une rage froide et clarifiante. Charles avait franchi une ligne de non-retour. Il ne m'avait pas seulement insulté ou essayé de voler mon héritage. Il avait menacé ma mère et, ce faisant, avait profané l'idée même de la famille qu'il prétendait protéger. Il avait déclaré une guerre totale. Et je le lui ferai regretter. Le coup de grâce ne fut pas un appel téléphonique. Ce ne fut pas une menace. Ce fut un acte. Un acte calculé d'un mépris profond conçu pour me briser. Le lendemain matin, le concierge a sonné à l'appartement. « Capitaine Dubois, dit-il, sa voix hésitante. Il y a une livraison pour vous en bas, sur le trottoir. » Une livraison? Je n'attendais rien. Jacques et moi avons pris l'ascenseur, un nœud d'appréhension se serrant dans mon estomac. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall, je les ai vues à travers les portes vitrées. Posées sans ménagement sur le trottoir public se trouvaient 3 boîtes en carton de mauvaise qualité, scellées avec du ruban adhésif grossièrement appliqué. Nous sommes sortis dans l'air frais du matin. Sur le côté de chaque boîte, griffonné d'une écriture grossière et colérique avec un marqueur noir épais, il y avait 3 mots, vieille affaire, C. Dubois. Mon sang se glaça.
Jacques posa une main ferme sur mon bras alors que je m'agenouillais et coupais soigneusement le ruban adhésif de la boîte supérieure avec mon couteau de poche. À l'intérieur, jetés pêle-mêle, se trouvaient les quelques effets personnels que j'avais laissés au domaine. Quelques vieux livres de poche, quelques vêtements de rechange, et là, posée face visible sur un pull plié, se trouvait la photographie encadrée d'argent de moi et de ma grand-mère, celle que Charles avait fait tomber dans son bureau. Il avait envoyé son personnel emballer ma vie, balayer toute preuve que j'avais jamais existé entre ces murs, puis l'avait fait jeter dans la rue comme des ordures. C'était plus qu'une insulte. C'était une déclaration. C'était un effacement. Tu n'existes pas. Tu n'appartiens pas à ce monde. La rage que j'avais méthodiquement réprimée pendant des jours, la colère froide et tactique d'un soldat, a finalement brisé ses chaînes. Elle a éclaté, chaude et volcanique. Une force de la nature qui a brûlé toute trace de doute et d'hésitation. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Charles. Il n'y avait plus de tactique. Plus de visage impassible. Seulement la vérité brute et non filtrée. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix dégoulinant d'une satisfaction suffisante. Eh bien, qu'y a-t-il, Camille? Tu as reçu mon cadeau. Vous avez commis une erreur fatale, Charles, dis-je, ma voix aussi froide et dure que l'acier. La suffisance dans sa voix vacilla une fraction de seconde. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Vous pensez pouvoir m'effacer, continuai-je, ma voix dangereusement basse. Vous pensez pouvoir emballer 27 ans de vie dans une boîte en carton et la jeter? Ne vous avisez pas, ai-je soudainement crié, le son s'arrachant de ma gorge avec une violence qui fit sursauter Jacques. Toute la douleur, toute l'humiliation, toutes les années à me sentir petite et insignifiante. Tout a jailli dans ce seul cri rauque. Ne vous avisez pas de prétendre que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous avez franchi la dernière ligne. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, stupéfait. Cette guerre, dis-je, ma voix retombant maintenant à ce calme glacial et contrôlé, ne se terminera pas avec moi partant tranquillement la queue entre les jambes. Elle se terminera avec la vérité diffusée à la face du monde entier. Vous vouliez une guerre sur les lignées de sang. Vous allez en avoir une. Un rugissement étranglé sortit du téléphone. Tu oses me menacer dans ma propre famille. Ce n'est pas une menace, répliquai-je, ma voix maintenant totalement dépourvue d'émotion. C'était le calme d'un tireur d'élite ajustant son réticule sur une cible. C'est un rapport de situation. Vous avez fondamentalement mal jugé votre adversaire. Vous pensiez que j'étais encore cette petite fille que vous pouviez intimider pour la faire taire. Vous pensiez que j'étais une femme faible et émotive que vous pouviez manipuler. Je pris une inspiration, laissant les mots flotter dans l'air entre nous. Vous avez oublié qui je suis. Je suis la capitaine Camille Dubois, de l'armée de terre. J'ai été entraînée à anticiper, affronter et neutraliser les tyrans comme vous. Et je ne reculerai pas. Je ne serai pas effacée. Et je ne serai pas réduite au silence. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot. Le silence soudain sur le trottoir de Lyon était absolu. J'ai regardé Jacques, dont le visage était un mélange de choc et de profonde fierté. Il est temps, dis-je, ma voix stable. Plus de défense. Il est temps de contre-attaquer. En rentrant dans l'appartement, j'ai senti comme si un poids écrasant et invisible avait été soulevé de mes épaules. Toute ma vie, sans m'en rendre compte, j'avais donné à Charles du pouvoir sur moi. J'avais désiré son approbation, son respect, une petite reconnaissance de ma valeur. Et ce besoin profond et insatisfait était la chaîne qu'il avait utilisée pour me lier. Eleanor Roosevelt avait raison, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Il m'avait fait sentir inférieur pendant 27 ans parce que, à un certain niveau, j'avais consenti. J'avais continué à espérer, à essayer, à jouer selon les règles de son jeu toxique. Mais plus maintenant. Consentement révoqué. Avez-vous déjà eu un moment comme ça? Un moment où vous avez finalement tracé une ligne dans le sable et décidé que vous ne seriez plus réduit au silence? Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et tapez simplement un consentement révoqué dans les commentaires ci-dessous. Voyons combien nous sommes. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable et l'ai ouvert. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une nouvelle détermination alors que je commençais à rédiger un email à Maître Bernard Valois. Le plan d'action s'est formé dans mon esprit avec une clarté militaire parfaite. Phase 1, collecte de renseignements, terminée. Phase 2, construction d'alliances, sécurisée.
Il était temps pour la phase 3, un assaut frontal total. Le jeu avait changé, et j'étais maintenant aux commandes. Le serment avait été fait. La posture défensive était abandonnée. La phase 3 avait commencé. L'appartement de Jacques cessa d'être un foyer et se transforma en salle de guerre. Nous avons réaménagé sa grande table à manger en acajou en notre centre de commandement. Des ordinateurs portables étaient ouverts et des blocs-notes remplis de notes étaient étalés sur la surface. Le jazz tranquille a été remplacé par un silence tendu et concentré, rompu seulement par le cliquetis des claviers et le faible murmure des discussions stratégiques. Le premier atout de notre offensive est arrivé via un email sécurisé. C'était du laboratoire. J'ai ouvert le PDF joint, mon rythme cardiaque stable, mes yeux parcourant le jargon technique jusqu'à ce qu'il se fixe sur la conclusion. C'était là, en noir et blanc numérique impeccable, probabilité de paternité, 99,998%. Ce n'était pas un moment de révélation émotionnelle. C'était un moment de victoire tactique. C'était notre argument massu, la preuve irréfutable qui annulait toute la prémisse de Charles. J'ai imprimé le rapport, le papier chaud de l'imprimante laser, et les glissé dans un nouveau dossier manille. Sur l'onglet, j'ai écrit en lettres capitales propres « Opération Lourd ». Avec l'esprit méthodique d'un scientifique, Jacques a commencé à construire une chronologie sur un grand tableau blanc, cartographiant chaque événement clé, chaque mensonge connu, chaque menace que Charles avait proférée. C'était une représentation visuelle du profil psychologique de notre ennemi. Nous devons anticiper son prochain coup, a dit Jacques, tapant le nom d'Henri Martin sur le tableau avec un marqueur effaçable à sec. Martin sera son arme principale pour toute attaque juridique. Il est insaisissable. Nous devons trouver un moyen de le neutraliser avant qu'il ne puisse nous neutraliser. J'ai hoché la tête. Une citation de L'art de la guerre de Sun Tzu, un texte obligatoire à Saint-Cyr, résonnait dans mon esprit. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, en sans bataille tu ne seras jamais en péril. Nous connaissions la faiblesse de Charles, son arrogance démesurée et son obsession fanatique pour la pureté de la lignée. Maintenant, nous devions fortifier nos propres lignes contre sa contre-attaque inévitable. Cette contre-attaque est venue plus tôt et d'une direction plus insidieuse que nous l'avions prévu. Mon téléphone a sonné, c'était ma mère, sa voix faible et empreinte de panique. « Camille, ma chérie, c'est Bernard Valois, dit-elle, ses mots sortant en un flot précipité. Il a été hospitalisé. Ils disent que c'est une crise cardiaque massive. » L'air m'a manqué. Bernard, le seul homme qui comprenait la forteresse que ma grand-mère avait intégrée à son testament. Le seul avocat que Charles ne pouvait ni acheter ni intimider. Une crise cardiaque, répéta doucement Jacques de l'autre côté de la pièce, ses yeux plissés de suspicion. La veille de la lecture reportée du testament. Quelle coïncidence opportune pour Charles. Une terreur froide envahit la pièce. Nous n'avions aucune preuve, rien que l'instinct d'un soldat qui a vu trop de coïncidences opportunes sur le champ de bataille. Ce n'était pas aléatoire. C'était une frappe ciblée. Charles et Henri éliminaient systématiquement nos systèmes de soutien, essayant de nous isoler pour nous forcer à nous battre sans conseil juridique, espérant que nous paniquerions et commettrions une erreur. Le sentiment d'être acculé, des murs se refermant, revint avec une vengeance. Mais cette fois, il n'apporta pas le désespoir. Il aiguisa ma résolution en une pointe dure comme le diamant. Comme Jacques l'avait prédit, Henri Martin est passé à l'action. Il a appelé pour nous convoquer à une réunion de réconciliation d'urgence dans son cabinet d'avocat du centre-ville. Nous sommes entrés dans la fosse au lion, prêts à tout. Le bureau était une cathédrale stérile de verre, d'acier et de ton gris sourd, conçue pour vous faire sentir petit et insignifiant. Henri n'a pas perdu de temps en politesse. Il était assis derrière un bureau de la taille d'une petite voiture, un sourire condescendant jouant sur ses lèvres. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il, sa voix douce et condescendante. « Mon client, Monsieur Laurent, est au courant de votre test de paternité. » Il laissa les mots flotter dans l'air. Pour éviter tout dommage supplémentaire à la réputation de la famille, il est prêt à faire une offre généreuse, 250 000 €. En échange, vous signerez cet accord de non-divulgation et renoncerez à toute revendication sur la succession. Il fit glisser un épais document sur le bureau. C'était l'insulte finale et ultime, une dernière tentative désespérée d'acheter mon silence, de mettre un prix sur mon identité. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix plate et dépourvue d'émotion. Vous souvenez-vous de ce que Charles a dit, maître Martin? Ces mots exacts étaient,
cette succession restera avec la véritable lignée Laurent. Selon ce test ADN, j'ai tapoté le dossier sur mes genoux, cela fait de moi la seule personne dans cette pièce, à part mon père, Jacques, à avoir une revendication biologique directe. Votre offre est une insulte. Le sourire narquois disparut du visage d'Henri, remplacé par un étrange petit sourire entendu qui me glaça plus que son arrogance. Vous êtes coriace, capitaine. Je vous l'accorde, dit-il doucement. Mais vous ne comprenez pas les complexités juridiques en jeu ici. Sa menace voilée a persisté dans l'air longtemps après notre départ de son bureau. Quelle complexité? Que savait-il que nous ne savions pas? Le malaise s'installa profondément dans mes entrailles. Cette nuit-là, la réponse est arrivée. Jacques a reçu un appel d'un ancien collègue, un homme discret et sans prétention qui travaillait comme archiviste pour la ville de Lyon. « Jacques, c'est Marc », dit l'homme à voix basse. Je numérisais de vieux dossiers d'homologation scellés et un nom a déclenché une alerte que tu avais mise en place il y a des années. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Un dossier d'adoption scellé du début des années 1970 au nom de Laurent. Le lendemain matin, une copie certifiée conforme du dossier était sur notre table à manger. Mes mains étaient stables alors que j'ouvrais le dossier. Les documents étaient anciens, dactylographiés sur ce qui était maintenant du papier jauni. Et là, sur la première page, il y avait un nom qui fit basculer le monde entier sur son axe, Charles Laurent, né Daniel Meunier, légalement adopté par mes grands-parents à l'âge de 6 mois. Toute sa vie, sa croisade pour la pureté, son obsession de la lignée, son mépris pour moi en tant qu'étrangère. Tout était construit sur un fondement de mensonges. Il n'était pas un Laurent par le sang. Il était la chose même qu'il méprisait. La salle de conférence du cabinet d'avocat d'Henri Martin était aussi froide et opulente qu'un mausolée moderne. La lumière du soleil peinait à travers les baies vitrées, illuminant l'espace stérile mais n'offrant aucune chaleur. L'air était immobile et sentait faiblement le cuir cher et le nettoyant industriel, une odeur conçue pour effacer toute trace d'émotion humaine. On aurait dit un décor de théâtre pour une exécution. Charles était assis en bout de la longue table en acajou poli, l'image même d'un roi présidant un procès qu'il avait déjà gagné. Sa posture était détendue, son expression d'une confiance blasée. Il portait un costume bleu marine si parfaitement taillé qu'il ressemblait à une seconde peau, un symbole du pouvoir sans effort qu'il exerçait. Mes frères, Thomas et Guillaume, étaient assis de chaque côté de lui comme des sentinelles bien habillées, leurs yeux fixés sur la surface brillante de la table, évitant ostensiblement mon regard. Ils avaient choisi leur roi, et maintenant ils étaient là pour assister à sa victoire finale. Jacques et moi sommes entrés non pas comme des accusés, mais comme des exécuteurs d'un autre genre. Nous étions là pour exécuter la vérité. Je me suis dirigé vers mon siège désigné en face d'eux et j'ai posé ma mallette en cuir sur la table. Elle a atterri avec un bruit sourd, solide et définitif qui a résonné dans la pièce silencieuse. Un son délibéré qui a brisé la paix stérile. Toutes les têtes se sont tournées dans ma direction. Je pouvais sentir le rythme accéléré de mon propre cœur, un battement de tambour régulier et puissant contre mes côtes. La réponse naturelle du corps au combat imminent. Mais à l'extérieur, j'étais parfaitement immobile. Mon entraînement m'avait appris cela. Quand la tempête frappe, deviens l'œil. Laisse le chaos tourbillonner autour de toi. Reste silencieuse, concentrée, prête. Henri Martin, l'air suffisant dans son costume à 1000 €, s'est éclairci la gorge pour commencer les débats. Il a fait semblant de remuer quelques papiers, un peu de théâtre inutile. Nous sommes ici pour exécuter les dernières volontés et le testament d'Éléonore Laurent, commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse solennité sirupeuse. Cependant, dit-il, marquant une pause pour un effet dramatique, laissant le poids de ses prochains mots remplir la pièce, avant de procéder, une question a été soulevée qui nécessite une clarification concernant l'éligibilité des héritiers listés. Son regard glissa vers moi, froid et reptilien. Je le sentis comme un contact physique. Plus précisément, continua-t-il, la lignée d'une certaine capitaine Camille Dubois. Comme s'il l'avait répété une douzaine de fois, Charles se pencha en avant. J'ai des preuves ici même, annonça-t-il, sa voix résonnant de l'autorité inébranlable d'un homme à qui on n'a jamais dit non. Il poussa un dossier sur la table. Il glissa silencieusement sur le bois poli, s'arrêtant directement au centre. Une analyse ADN certifiée prouvant de manière concluante que Camille Dubois ne porte pas mon sang. Il se renversa dans sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. L'image du triomphe, le coup de l'échec émate. Il balaya la pièce du regard, un sourire triomphant jouant sur ses lèvres,
certain qu'il venait de porter le coup de grâce. Un lourd silence tomba, épais d'anticipation, tout le monde attendant mon effondrement, mes larmes, ma reddition. Je ne me suis pas effondré. Au lieu de cela, j'ai calmement attrapé ma propre mallette, les déverrouillé et en ai sorti un dossier manie assorti. Comme c'est intéressant, dis-je, ma voix égale et mesurée, coupant le silence. Parce que j'ai aussi une analyse ADN ici. J'ai fait glisser mon propre dossier sur la table où il est venu se poser à côté du sien. J'avais fait des copies pour tout le monde. Le bruissement du papier fut le seul son au monde. Alors que mes frères et Henri ouvraient à contre-cœur leur dossier, j'ai regardé leurs yeux parcourir la page, j'ai vu la première lueur de confusion. Ce rapport, continuai-je, mes yeux rivés sur Charles, refusant de le laisser détourner le regard, confirme avec une certitude de 99,998% que Jacques Laurent est mon père biologique, ce qui fait bien sûr de moi la petite fille biologique directe d'Éléonore Laurent. Un faible murmure parcourut la pièce. Thomas et Guillaume fixèrent le papier, puis jetèrent des regards confus et paniqués de moi à Jacques, puis de nouveau à leur père, comme s'ils cherchaient une explication. Leur monde soigneusement construit commençait à se fissurer sur les bords. Henri Martin, toujours le serpent, tenta de reprendre le contrôle, son visage rougissant. C'est un développement intéressant, mais cela ne change rien, balbutia-t-il, son sang-froid professionnel se fissurant juste assez pour montrer la panique en dessous. Cela ne change pas le fait que vous n'êtes pas la fille de Charles Laurent. Vous avez raison, Henri, dit Jacques en se levant. Sa voix, habituellement si calme et académique, résonnait maintenant d'une nouvelle puissance qui commandait l'attention de tout le monde dans la pièce. Cela ne change pas ce fait, mais cela en éclaire un bien plus important. D'un mouvement lent et délibéré, Jacques posa un troisième dossier sur la table. Celui-ci était plus épais, son contenu relié par une simple pince. Il atterrit doucement, mais on aurait dit qu'une bombe venait d'être armée. Ceci, annonça-t-il, sa voix claire et stable, est le dossier d'adoption officiel et scellé de Charles Laurent, né Daniel Meunier. Silence absolu et profond. C'était un silence si profond qu'on aurait dit que le monde avait cessé de respirer. La couleur quitta le visage de Charles. Il fixa le dossier comme si c'était un serpent venimeux prêt à frapper. Son sourire confiant se dissipa, se fondant en un masque d'horreur béante. Le roi était détrôné, mis à nu devant toute sa cour en l'espace d'un seul battement de cœur. J'ai regardé mes frères. Le choc brut et non filtré sur leur visage était un spectacle à voir. La confusion se mua en une réalisation naissante et écœurante, puis finalement en un dégoût pur et sans mélange. Ils ne me regardaient plus. Ils fixaient l'homme qu'ils appelaient leur père, le voyant vraiment pour la première fois. Non pas comme un patriarche, mais comme un hypocrite, un imposteur. Le fondement même de toute leur vie, leur nom, leurs privilèges, venait d'être vaporisé. Jacques laissa le silence planer un instant de plus, laissant le poison de la vérité faire son œuvre avant de porter le coup final et dévastateur. Si nous devons appliquer le critère draconien de pureté du sang que Charles lui-même a si véhémentement établi, dit-il, sa voix résonnant avec la clarté d'une cloche, alors les seules personnes dans cette pièce qui sont de vrais Laurent biologiques sont ma fille Camille et moi-même. À ce moment précis, comme si elle était convoquée par la déclaration de justice, la lourde porte de la salle de conférence s'ouvrit. Maître Bernard Valois, l'avocat de ma grand-mère, entra. Il avait l'air fatigué, un peu pâle, mais ses yeux étaient vifs et résolus comme de l'acier. Mes excuses pour le retard, dit-il, son regard balayant la pièce et embrassant la scène de dévastation totale. Il semble que je sois arrivé au moment parfait pour m'assurer que les dernières volontés de ma cliente soient exécutées correctement. La cavalerie était arrivée. La bataille était gagnée. L'explosion avait eu lieu. Maintenant venaient les retombées. Dans le silence assourdissant de la salle de conférence, Bernard Valois prit les commandes. Il se dirigea vers le bout de la table, sa présence comblant le vide de pouvoir laissé par l'effondrement total de Charles. Il s'éclaircit la gorge, et le son fut comme un coup de marteau rappelant la pièce brisée à l'ordre. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession d'Éléonore Laurent, dit Bernard, sa voix ferme et stable, et à la lumière des circonstances extraordinaires qui ont été révélées, j'ai reçu pour instruction de déceler une dernière lettre. Il sortit une enveloppe de couleur crème de sa mallette. Elle était scellée avec le cachet de cire distinctif de ma grand-mère. Il brisa soigneusement le sceau et déplia la lettre à l'intérieur. À ma famille, commença-t-il à lire, sa voix résonnant d'une grâce solennelle. Les mots étaient ceux de ma grand-mère, mais ils semblaient être une voix d'outre-tombe, rendant un jugement final et irréfutable.
Je sais tout, lisait la lettre. Je sais que Charles n'est pas né de mon sang, mais je l'ai aimé comme mon propre fils. Et je sais que Camille est la fille de mon fils, Jacques, et j'ai chéri l'esprit de guerrière qui coule dans ses veines. La lettre était un chef-d'œuvre de dévastation tranquille. Elle ne rageait pas, elle pleurait. Elle mettait à nu chaque secret avec une tristesse profonde et lourde. Elle écrivait son espoir que Charles surmonterait un jour l'insécurité profonde qui le rongeait, mais qu'il avait plutôt choisi un chemin de peur, de tromperie et d'hypocrisie. L'héritage des Laurent n'a jamais été une question de sang, lut Bernard, sa voix baissant légèrement. C'est une question d'honneur, et dans ta quête pour amasser un héritage que tu sentais ne pas mériter, Charles, mon fils, tu t'es dépouillé du seul héritage qui comptait vraiment. C'était le coup de grâce final, non pas porté par moi, non pas par Jacques, mais par la femme même dont Charles avait tenté d'instrumentaliser la mémoire. Il n'a pas crié. Il n'a pas ragé. Le tyran avait disparu, remplacé par une coquille vide d'homme. Il est resté assis là, complètement vacant, fixant le vide. Un homme dont toute l'identité venait d'être exécutée publiquement. J'ai regardé Thomas et Guillaume le regarder, et je n'ai vu aucune pitié dans leurs yeux, seulement une horreur froide et naissante mêlée de révulsion. Toute leur vie avait été un mensonge, orchestré par un homme qu'ils voyaient maintenant comme plus faible que tous. Lorsque Bernard a annoncé les termes du testament, à savoir que la majeure partie de la succession, y compris le manoir des Laurent, devait être placée dans une fiducie gérée par Jacques et moi-même, quelque chose à l'intérieur de Charles a finalement craqué. Il s'est levé d'un bond, sa chaise raclant violemment le sol. Son visage était un masque contorsionné de désespoir. « Tu avais promis, hurla-t-il, sa voix faible et chevrotante, pointant un doigt tremblant vers moi. Votre promesse. » J'ai rencontré son regard sauvage, et ma propre voix était dépourvue de toute émotion. Elle était aussi nette et précise qu'un tir de sniper. « Non, dis-je calmement. Vous avez fait une promesse sur la lignée. J'ai simplement demandé si vous aviez l'intention de la tenir. Ce ne fut pas le cas. Le chaos qui s'ensuivit fut un tourbillon. Charles, flanqué de ses deux fils abasourdis, sortit en courant de la pièce dans un nuage de honte et d'humiliation. Henri Martin marmonna une excuse pathétique et se précipita après eux. Et puis, il y eut la paix. Ma mère, qui était assise tranquillement au fond de la pièce tout ce temps, s'est approchée de moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de peur. « Je suis si fière de toi, Camille, murmura-t-elle. Elle s'est ensuite retournée et a fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir. Elle s'est approchée de l'endroit où se tenait Jacques et, sans un mot, l'a serré dans ses bras. C'était un moment de guérison silencieuse et profonde. Mais en les regardant, je savais que la victoire avait un coût et que les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant. De nouvelles lignes devaient être tracées. Dans l'armée, après avoir pris un objectif, la phase la plus critique est de consolider sa position. On établit un périmètre défensif pour repousser toute contre-attaque et sécuriser le terrain durement gagné. La bataille est peut-être terminée, mais protéger la paix est une nouvelle mission continue. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. « Maman, je t'aime, dis-je, ma voix douce mais ferme. Mais j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour guérir de tout ce qui est lié à Charles, de tout ça. » Je ne la punissais pas. Je construisais mon périmètre. Quelques jours plus tard, un appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Thomas. Sa voix était épaisse d'un remords qui semblait sincère, mais c'était trop peu, trop tard. « Camille, dit-il, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut parler? » « J'ai besoin de temps, Thomas, répondis-je, ma voix froide, mais pas cruelle. Tu as choisi ton camp sur le champ de bataille. Maintenant, j'ai besoin de choisir le mien. Je consolidais ma position. Plus tard cette semaine-là, je me tenais seul dans le bureau de ma grand-mère. L'odeur de vieux cuir et de cire au citron était la même, mais la pièce semblait différente, plus grande, plus silencieuse. J'avais gagné. La justice, à sa manière brutale, avait été rendue. Mais je ne ressentais pas l'euphorie de la victoire. Je ressentais juste un épuisement profond et une tristesse silencieuse et douloureuse qui s'est installée dans ma poitrine comme une lourde pierre. En gagnant cette guerre, j'avais perdu l'homme que j'avais autrefois appelé père. J'avais perdu 2 frères. J'avais perdu l'illusion d'une famille à laquelle j'avais passé ma vie à essayer d'appartenir. La victoire a un prix. J'ai regardé par la grande fenêtre la vaste pelouse du domaine. Les magnifiques vieux chênes perdaient leurs feuilles.
Les rouges et les ors brillants de l'automne cédaient la place aux branches nues et austères de l'hiver. Cela semblait juste. Une saison de ma vie s'était terminée. Une nouvelle commençait. Incertaine, exposée, mais remplie d'un espoir silencieux et fragile. La guérison serait un autre type de guerre, une guerre plus silencieuse, menée non pas dans une salle de conférence, mais dans les chambres silencieuses de mon propre cœur. Et c'était une guerre que je savais devoir mener seul. Plusieurs mois passèrent. Les branches nues et austères de l'hiver cédèrent la place aux timides pousses vertes d'un printemps lyonnais. La guerre interne silencieuse de guérison que j'avais anticipée était moins une bataille qu'une reconstruction lente et délibérée. Je me tenais dans le grand hall d'entrée du manoir des Laurent, mais ce n'était plus le musée froid et résonnant de souvenirs douloureux qu'il avait été. Le silence oppressant avait disparu. À sa place, les notes douces et saoules de Miles Davis flottaient depuis le salon. L'air ne sentait pas le regret rassis, mais la peinture fraîche, la cire au citron et le riche arôme de café qui infusait dans la cuisine. En travaillant avec Jacques, nous l'avions transformé. Ce n'était plus le domaine des Laurent. C'était notre maison. Nous avons gardé le bureau de ma grand-mère exactement comme elle l'avait laissé, un sanctuaire parfait et préservé de sa mémoire. Mais le reste de la maison, nous l'avons rempli de vie. Nous avons remplacé les lourds rideaux sombres par d'autres qui laissaient entrer la lumière du soleil. Nous avons rempli les pièces de livres, de musique et de rire. Nous redéfinissions ce que signifiait être un Laurent, un jour à la fois. Quand Noël est arrivé, c'était le premier de ma vie où je me sentais vraiment reconnaissante. La longue table à manger en acajou, autrefois une scène pour les monologues de Charles et ma propre invisibilité, était maintenant un lieu de chaleur et de connexion authentique. Il n'y avait pas de silence tendu, pas de regard jugeur, pas de remarques passives-agressives. Il y avait juste moi, mon père Jacques, et ma mère, qui se retrouvaient lentement, timidement, son sourire moins fragile qu'il ne l'avait été depuis des années. Nous avions invité quelques collègues proches de Jacques et quelques-uns de mes vieux amis du lycée. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons parlé de science, d'art, de football, de l'avenir. Pour la première fois, la maison était remplie des sons d'une vraie famille. Un après-midi vif, alors que la lumière du soleil de fin de journée inondait le bureau de ma grand-mère, Jacques et moi étions assis dans ces fauteuils en cuir à haut dossier, un silence confortable entre nous. Il tendit la main et me donna une petite boîte recouverte de velours. « Éléonore voulait que tu aies ça, dit-il doucement. » Je l'ai ouverte. À l'intérieur, nichée sur un lit de soie délavé, se trouvait une paire de barrettes de capitaine en argent terni. Elles étaient anciennes, d'une autre époque. Elles appartenaient à ton grand-père, expliqua Jacques. Mon père. Il les portait en Indochine. Ta grand-mère les a gardées pour toi. Elle a toujours dit que tu avais le cœur d'un soldat, tout comme lui. J'ai pris l'insigne, le métal froid et lourd reposant dans ma paume. Je pouvais sentir le poids de l'histoire, d'une lignée non pas définie par un nom sur un document légal, mais par un esprit transmis de génération en génération. C'était la véritable lignée. Honneur, sacrifice, force. Nous ne pouvons pas rattraper le temps que nous avons perdu, dis-je, ma voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais nommer. Non, nous ne le pouvons pas, dit Jacques, ses yeux bienveillants. Il tendit la main et serra doucement la mienne. Mais nous pouvons construire à partir de maintenant. Il sourit, un sourire chaleureux et sincère qui atteignit ses yeux. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire, capitaine. L'héritage était plus qu'une simple maison et un portefeuille d'investissement. C'était un poids construit sur une fondation de douleur et de secrets. Je savais que je ne pouvais pas simplement le garder pour moi. Il devait être transformé. Assise dans ce bureau sous le regard attentif du portrait à l'huile de ma grand-mère, je savais ce que je devais faire. J'ai travaillé avec Bernard Valois, non plus seulement un avocat mais un conseiller familial de confiance. Ensemble, nous avons établi le cadre juridique d'une nouvelle fondation. Nous l'avons appelé le Fonds Éléonore Laurent pour les héroïnes universitaires. Sa mission était simple, fournir des bourses d'études complètes à des femmes vétérans exceptionnelles cherchant à construire un nouvel avenir après leur service militaire. C'était pour des femmes comme moi. Des femmes qui avaient choisi un chemin difficile, qui avaient servi avec honneur et qui méritaient maintenant une chance d'écrire leur prochain chapitre. C'était ainsi que j'honorais vraiment l'héritage de ma grand-mère. Non pas en amassant la richesse qu'elle avait laissée, mais en la déployant comme elle l'aurait fait, comme un outil pour autonomiser, pour élever, pour récompenser l'esprit de guerrière qu'elle admirait tant. C'était une façon de nous honorer toutes les deux.
Ma permission militaire touchait à sa fin. Bientôt, je rejoindrai mon unité, retournant à ma vie de service. Mais je reviendrai en tant que personne différente. Je n'étais plus une soldate se battant pour prouver sa valeur à un père qui ne la verrait jamais. Je n'étais plus l'étrangère regardant à travers la vitre une famille à laquelle je voulais désespérément appartenir. J'étais une soldate qui savait exactement qui elle était, d'où elle venait et pourquoi elle se battait. Le plus grand héritage qu'Éléonore Laurent m'avait laissé n'était pas dans un coffre de banque. Il était à l'intérieur de moi. C'était la vérité. C'était l'honneur. C'était la force de prendre les cicatrices les plus profondes de ma vie et de les transformer en étoiles directrices pour que d'autres les suivent. Le dernier jour à la maison, je me tenais en uniforme de cérémonie devant le portrait de ma grand-mère. J'ai regardé ses yeux peints, si pleins d'intelligence et d'amour féroce, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'ai levé la main à mon front dans un salut formel et impeccable. Une soldate faisant son rapport à sa générale. Mission accomplie, avec les honneurs. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Ce combat m'a appris que l'héritage n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous construisez. Et la famille n'est pas toujours celle dans laquelle vous naissez, mais celle que vous forgez dans la loyauté et la vérité. Cette histoire est dédiée à tous ceux qui ont dû se tenir seuls pour trouver leur propre force et leur propre honneur. Si vous croyez au pouvoir de la résilience, veuillez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant. Et je serais honoré si vous partagiez dans les commentaires un mot qui décrit votre propre source de force.